Ces structures font partie des plus belles et des plus impressionnantes de l'univers. Certaines s'étendent sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années-lumière, et d'autres sur des millions d'années-lumière. Mais le plus impressionnant dans tout ça, ce n'est pas seulement leur taille, mais plutôt leur nombre. Notre univers en compte des milliers de milliards. Et ça, ce n'est qu'une estimation. Plus on avance et plus on découvre des galaxies lointaines. Mais alors, comment des structures aux dimensions aussi conséquentes ont pu voir le jour et apparaître dans notre univers? Comment ont-elles vu le jour pour la première fois? Imaginez que vous teniez un crayon à bout de bras. La zone que dessine le bout de la mine d'un crayon dans le ciel, c'est la taille de la zone dans laquelle on a pu un jour photographier près de 10 000 galaxies. 10 000 galaxies en une si petite région du ciel. Alors imaginez maintenant le nombre de galaxies dans l'ensemble de notre ciel, dans l'univers tout entier, regroupant chacune des centaines de milliards d'étoiles et d'exoplanètes, s'éloignant toutes de nous, chaque seconde. Les galaxies sont des structures cosmiques gigantesques et pour la majorité tentaculaires, composées de poussière interstellaire, de gaz, de matière noire et plusieurs milliards d'étoiles et d'exoplanètes. Et tout ça, maintenu par la gravité. La plupart des galaxies connues à ce jour compteraient en leur centre un trou noir supermassif. Par exemple, dans la nôtre, la Voie lactée, le Soleil n'est qu'une étoile parmi 100 à 400 milliards d'autres étoiles, tout en orbite autour du trou noir supermassif Sagittarius A*. Et ce trou noir-là, il a une masse de près de 4 millions de fois la masse du Soleil. Imaginez ça, une galaxie ordinaire comme la Voie lactée compte quelques centaines de milliards d'étoiles, et s'étend sur près de 100 000 années-lumière. Pour mettre ça en perspective, rappelons qu'une année-lumière représente environ 9500 milliards de kilomètres. C'est tout simplement colossal. Les galaxies peuvent elles-mêmes se rassembler, toujours par l'effet de la gravitation, en amas comme le groupe local, eux-mêmes pouvant se structurer en superamas tels que le superamas de la Vierge, dans lequel on peut retrouver le groupe local comptant la Voie lactée. Pour vous remettre en situation, il existe différents types de galaxies, avec des tailles, des formes et des compositions différentes. Par exemple, les galaxies elliptiques ont une allure sphérique ou ovale, dépourvues de structure interne, avec une luminosité généralement uniforme. À l'intérieur, les étoiles suivent des trajectoires chaotiques, dans toutes les directions. Si elles étaient immobiles, elles se précipiteraient vers le centre de la galaxie, provoquant son effondrement sous l'attraction gravitationnelle. Mais grâce à leur mouvement, les étoiles sont maintenues par une force centrifuge qui empêche cette attraction gravitationnelle vers le centre. Et toutes les galaxies elliptiques trouvées à ce jour recèlent un trou noir supermassif central. Les galaxies elliptiques sont principalement peuplées d'étoiles vieilles et rouges, avec peu ou pas d'étoiles jeunes et massives. Mais pourquoi dit-on de ces galaxies qu'elles renferment peu de gaz et de poussière, ce qui se traduit par un milieu interstellaire pratiquement inexistant? Et ces deux caractéristiques sont liées puisque le gaz est nécessaire à la formation d'étoiles. En son absence, aucune nouvelle étoile ne peut naître. Et celles présentes se sont formées lorsque le gaz interstellaire était encore présent. Et par conséquent, les étoiles des galaxies elliptiques ont des durées de vie très longues, ce qui signifie qu'elles sont peu massives et sont de couleur rouge. Et alors vous allez me demander, pourquoi sont-elles rouges? Et bien en fait, lorsqu'un objet est chauffé, il émet de la lumière. Et plus il est chaud, plus il tend vers le bleu. C'est ce qu'on appelle le déplacement vers le bleu. A l'inverse, quand un objet refroidit, sa lumière vire vers le rouge, ce qu'on appelle donc le déplacement vers le rouge. Ce phénomène est observé dans divers contextes comme l'étude des étoiles ou des matériaux chauffés. En gros, la température d'un objet influence la couleur de la lumière qu'il émet. On peut donc utiliser les étoiles comme des thermomètres célestes. Une étoile bleue est généralement plus chaude qu'une étoile rouge. Et à côté de ça, les galaxies spirales présentent des structures un peu plus complexes. Elles se composent principalement de deux parties, un noyau central sphérique et un disque de matière qui l'entoure, et qui permet cette structure en spirale. Et cette classe de galaxies, elle affiche une très grande diversité de formes, allant d'un noyau massif entouré de bras spiraux plus petits à un noyau minuscule avec des bras spiraux étendus. On compte deux catégories principales dans les galaxies spirales. Les spirales normales, où les bras spiraux émergent directement du noyau, et les spirales barrées caractérisées par une grande barre centrale dont les extrémités servent de point de départ, comme c'est le cas avec notre galaxie la Voie lactée. Contrairement aux galaxies elliptiques, ce n'est pas le mouvement désordonné des étoiles à l'intérieur qui prévient l'effondrement gravitationnel, mais plutôt une rotation globale de la galaxie. Chaque étoile orbite autour du noyau, générant ainsi une force centrifuge grâce à son mouvement orbital. On peut alors se demander ce qu'est la force centrifuge, dans un cadre purement astrophysique. Et bien en fait, pour faire simple, le fait de tourner rapidement autour d'un astre, additionné à sa gravité, va permettre de garder une certaine distance avec lui. Par exemple, la gravité du Soleil, en plus de notre vitesse de rotation autour de lui, permet à la Terre de maintenir une distance relativement constante avec le Soleil. C'est ce qu'on appelle une orbite. Si nous ne tournions pas aussi rapidement autour de notre étoile, nous serons attirés et consumés par lui, victimes de son attraction gravitationnelle. Et cette rotation globale est également responsable de l'aplatissement de la galaxie dans son ensemble, et aussi de la formation de disques caractéristiques. Les galaxies spirales hébergent des étoiles de tout âge et de toute masse, ainsi qu'une grande quantité de gaz et de poussière. Cette richesse de matière interstellaire favorise la formation continue d'étoiles, en particulier dans les bras spiraux où la densité de matière est plus élevée. Mais pourquoi ces bras apparaissent plus brillants et se distinguent nettement du reste de la galaxie, conférant à celle-ci
son aspect caractéristique. C'est pour cette raison que ces bras apparaissent plus brillants et se distinguent du reste de la galaxie. Entre les galaxies spirales et elliptiques, il se trouve un intermédiaire, un type de galaxie donc intermédiaire qu'on appelle les galaxies lenticulaires. Et pourquoi je dis intermédiaire? Eh bien tout simplement parce qu'elles partagent certaines caractéristiques des deux galaxies. Un noyau volumineux et un disque tout en étant dépourvu de bras spiraux caractéristiques des galaxies spirales, et en possédant un milieu interstellaire relativement pauvre en gaz et en poussière, à l'instar des galaxies elliptiques. Et enfin, la dernière catégorie des galaxies est celle des galaxies irrégulières, qui regroupe toutes celles qui ne rentrent pas dans les trois catégories précédentes. Elles se distinguent généralement par leur apparence déformée et sont souvent riches en gaz et en poussière. Il y a celles qui semblent irrégulières, mais dont la distribution de matière est en réalité assez régulière, comme par exemple le nuage de Magellan qui forme un groupe de deux galaxies naines irrégulières. D'ailleurs, elles sont voisines de la Voie lactée et sont probablement des satellites, c'est-à-dire qu'elles tournent autour de la Voie lactée. Ces galaxies sont généralement considérées comme des spirales, qui n'ont pas réussi à finaliser leur formation. Mais si la distribution de matière est régulière, alors pourquoi les appeler comme ça? Eh bien, il y a aussi des galaxies véritablement irrégulières, tant visuellement que dans leur distribution de matière. Et cette irrégularité, elle peut être due à divers facteurs, comme une activité intense dans le noyau de la galaxie ou une collision passée avec une autre galaxie. Pendant une certaine période après le Big Bang, l'univers était incroyablement homogène, comme en témoigne l'observation du fond diffus cosmologique. Et bien en fait, le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement électromagnétique provenant de l'univers qui atteint la Terre de manière presque uniforme, dans toutes les directions. En fait, comme une sorte de brouillard qui résulte du premier rayonnement de l'univers et qui se trouve au plus loin de ce qu'on peut voir dans l'univers. Alors sans trop entrer dans les détails, il est considéré comme un vestige de l'univers primordial, qui était plus chaud et plus dense, il y a de ça 13 milliards d'années. Et ça, c'est prédit par la théorie du Big Bang. Les variations de densité dans ce fond cosmologique sont infimes. À cette époque de l'univers, il y avait peu ou pas du tout de structure dans l'univers, ce qui signifie qu'il n'y avait pas encore de galaxies. Et cette uniformité, observée dans le fond diffus cosmologique, soulève la question de la transformation de cet univers uniforme en univers densément peuplé de galaxies que nous observons aujourd'hui. Mais alors, comment se sont formées les galaxies? Et bien en fait pour ça, il existe deux théories. L'une d'entre elles, largement admise, propose que toutes les grandes structures que nous observons aujourd'hui dans l'univers ont émergé à partir de fluctuations initiales de densité, formant ainsi le modèle des courants froids. Et ces fluctuations représenteraient des légères variations locales dans la densité de gaz dans l'univers primordial. Et elles étaient loin d'être si insignifiantes que ça. Elles constituaient plutôt des prémices de quelque chose de bien plus grand. Lentement mais sûrement, ces zones de densité légèrement plus élevées ont commencé à attirer le gaz environnant, formant ainsi des courants de gaz froid qui serpentent à travers l'espace. Ces courants froids convergent ensuite vers des régions où la densité de gaz est encore plus grande, donnant naissance à des grumeaux de gaz qui se condensent pour former des amas de galaxies géantes et des galaxies spirales. Et d'autre part, le modèle des protogalaxies propose une approche différente. Selon cette théorie, au fur et à mesure que l'univers refroidissait, des regroupements de matière noire ont commencé à se former, suivis de la condensation des gaz à l'intérieur de ces regroupements. Les fluctuations primordiales de densité ont alors attiré gravitationnellement le gaz et la matière noire vers des régions plus denses, formant ainsi les premiers amas de galaxies. À partir de ces amas, les galaxies se sont développées progressivement. Alors ici, on parle de matière noire, mais qu'en est-il exactement? Eh bien selon la théorie d'Einstein, la matière, y compris la matière noire, est l'un des éléments essentiels qui contribuerait à la formation des grandes structures cosmiques, agissant comme l'ossature de l'univers. Peu après la formation de ces protogalaxies, le gaz d'hydrogène et d'hélium qu'elles contenaient a commencé à se condenser pour former les premières étoiles. En 2007, des observations réalisées avec un télescope ont permis de révéler la présence de 6 étoiles en formation dans une galaxie vieille de 13,2 milliards d'années. Cette découverte témoigne de leur formation lorsque l'univers n'avait que 500 millions d'années, ce qui est une période extrêmement courte à l'échelle cosmique. Et en parlant d'échelle de temps, à partir de combien de temps les premières galaxies ont commencé à se former? Et bien d'après les observations actuelles, il semble que les premières étoiles se soient formées à partir de nuages de gaz, environ 150 à 200 millions d'années après le Big Bang. Ça représente un laps de temps extrêmement court à l'échelle cosmique. Ça signifie donc que les processus de formation stellaire devaient être très rapides dans les premiers stades de notre univers. À son début, l'univers était un véritable champ de bataille, avec des phénomènes incroyablement violents. Les galaxies ont grandi à des vitesses fulgurantes, absorbant des galaxies plus petites. Et cette course à la croissance a laissé une empreinte profonde dans la façon dont les galaxies sont réparties aujourd'hui. Elles ne sont pas éparpillées au hasard, mais plutôt organisées en réseaux cosmiques, de filaments géants. Là où ces filaments se croisent, on voit naître des amas serrés de galaxies nées dans les toutes premières fluctuations de densité. C'est pour ça que la disposition des galaxies qu'on observe aujourd'hui est en fait un précieux indice des tout premiers instants de l'univers. Cette théorie ouvre la porte à une autre théorie sur la création des galaxies elliptiques, chaotiquement désordonnées dans un univers paramétré à la virgule près, la fusion galactique. Dans l'immensité de l'univers, de nombreuses galaxies sont intimement liées gravitationnellement les unes aux autres,
condamnés à ne jamais échapper à cette attraction réciproque. Mais attendez, au premier stade de l'univers, et au vu de son aspect chaotique, comment c'était possible que des galaxies naissent par fusion? Après le Big Bang, l'univers est rentré dans une période connue sous le nom de l'âge sombre, où il n'y avait pas de source lumineuse significative. Cette période a duré jusqu'à ce que les premières étoiles et les galaxies se forment, environ 100 à 500 millions d'années après le Big Bang. La lumière de ces premiers objets a ionisé le gaz environnant, mettant fin à l'âge sombre de l'univers et déclenchant l'époque de la réionisation. Mais comment est-ce possible d'ioniser le gaz avec de la lumière? Déjà, qu'est-ce que ioniser un atome ou un nuage de gaz? Alors là, revenons à l'époque de la physique-chimie du collège. Ioniser signifie enlever ou ajouter des électrons à un atome ou une molécule, transformant ainsi cet atome ou cette molécule en un ion. Lorsqu'un atome perd ou plusieurs électrons, il devient un ion positif, ce qu'on appelle un cation. A l'inverse, il gagne un électron et il devient un ion négatif, ce qu'on appelle un anion. Ce processus modifie les propriétés électriques de l'atome ou la molécule. Mais comment la lumière peut-elle ioniser le gaz? La lumière peut ioniser le gaz par un processus appelé l'effet photoélectrique, qui pour l'anecdote a été découvert par Einstein, qui lui a valu le prix Nobel. Mais comment ça marche? La lumière en fait est composée de photons, qui sont des particules de lumière ayant une certaine quantité d'énergie. L'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence, ce qui signifie que les photons de lumière à haute fréquence, comme les rayons ultraviolets X et gamma, ont plus d'énergie que ceux de lumière à basse fréquence, comme la lumière visible ou les ondes radio. Lorsqu'un photon entre en collision avec un atome ou une molécule, il peut transférer son énergie à un électron de cet atome ou de cette molécule. Et si le photon a suffisamment d'énergie, il peut éjecter l'électron de l'atome et ioniser l'atome. Dans un gaz, les atomes sont relativement espacés. Si la lumière composée de photons énergétiques traverse ce gaz, elle peut ioniser plusieurs atomes en éjectant des électrons. Ces électrons libres peuvent alors provoquer des réactions supplémentaires en ionisant d'autres atomes, et une réaction en chaîne. La formation des premières étoiles et galaxies, environ 100 à 500 millions d'années après le Big Bang, a produit des photons énergétiques de type ultraviolet. Ces photons ont alors ionisé l'hydrogène neutre environnant, provoquant l'époque de la réionisation. Mais maintenant, revenons-en aux galaxies. Les premières galaxies, ou proto-galaxies, étaient relativement petites et irrégulières. Elles contenaient des populations d'étoiles qui étaient très massives, chaude et éphémère. Au fil du temps, la gravité a conduit à la fusion de ces petites protogalaxies pour former des structures plus grandes et plus complexes. La fusion, c'est un processus chaotique où au moins deux galaxies se rapprochent et se combinent sous l'effet de leur attraction gravitationnelle. Ces fusions galactiques entraînent souvent des sursauts de formation stellaire nommés starbursts, en comprimant le gaz et en déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Elles peuvent aussi perturber la morphologie des galaxies, les faisant passer d'irrégulières à des formes plus sphéroïdales ou elliptiques. À mesure que ces fusions se poursuivent, des galaxies deviennent de plus en plus massives. Des grandes galaxies elliptiques que nous voyons aujourd'hui sont souvent le résultat de nombreuses fusions au cours de milliards d'années. Par exemple, certaines des galaxies les plus massives observées dans notre univers actuel, comme les galaxies elliptiques géantes, sont le produit de processus de fusion prolongée. Les télescopes modernes, comme le télescope spatial James Webb ou Hubble, ont observé des galaxies et des protogalaxies datant de moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Et devinez quoi? Ces observations montrent des galaxies en interaction et en fusion, corroborant les modèles théoriques de la formation galactique. Et en plus de ça, les quasars fournissent également des indices sur la formation des premières galaxies massives. Un quasar en fait contient un trou noir supermassif et se trouve au centre d'une galaxie, et il est très actif, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup de matière environnante. Les quasars les plus éloignés, donc aussi les plus anciens, suggèrent que les trous noirs massifs et les galaxies hautes ont dû croître rapidement dans l'univers primitif. Lorsque deux galaxies de taille similaire se rencontrent, la galaxie qui en résulte ne ressemble à aucune des deux galaxies initiales. Pendant la fusion, les étoiles et la matière noire de chaque galaxie sont influencées par la présence de l'autre galaxie en approche. Au stade ultime de la fusion, le potentiel gravitationnel, donc la forme des galaxies, change si rapidement que les orbites des étoiles sont profondément altérées, perdant tout lien avec leur trajectoire antérieure. Ce phénomène est appelé la relaxation violente. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? À l'échelle d'une étoile, c'est comme si vous suiviez une ligne droite dans un train et que d'un seul coup, les rails tournent dans un virage à 90 degrés. C'est très violent pour le train et il peut finir par dérailler. Et bien là, c'est pareil. En fin de compte, lorsque deux disques galactiques entrent en collision, les étoiles, initialement en rotation ordonnée, dans le plan de chaque disque, se retrouvent à adopter un mouvement chaotique. La galaxie résultante est alors dominée par des étoiles dont les orbites suivent des réseaux de trajectoires complexes et désordonnés. Et comme vous vous en souvenez peut-être, cette architecture galactique correspond au type retrouvé chez les galaxies elliptiques vues en début de vidéo. Et ce phénomène est loin d'être inconnu, parce qu'il nous concernera directement dans quelques milliards d'années. Et ce, quand notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec notre galaxie voisine, Andromède. Puisque actuellement, les deux galaxies sont attirées gravitationnellement
et se dirigent l'une vers l'autre, à grande vitesse. D'après les experts, ces deux galaxies entreront en collision d'ici 4,6 milliards d'années, et elles se traverseront mutuellement l'une l'autre. La force gravitationnelle engendrera d'importantes déformations et provoquera l'éjection de gaz, de poussière et d'étoiles dans l'espace intergalactique. Par la suite, elles s'éloigneront l'une de l'autre, ralentiront puis reviendront l'une vers l'autre pour une nouvelle collision. Et ce processus, il peut se répéter plusieurs fois avant que les galaxies ne fusionnent complètement, donnant naissance à une seule galaxie elliptique géante. Mais quelques bandes de gaz et de poussière pourraient encore subsister, flottant dans le voisinage de la nouvelle galaxie formée. Et si par hasard vous êtes passionné par la création des galaxies par fusion, alors vous avez sûrement entendu parler des galaxies des antennes, qui sont une paire de galaxies en collision spectaculaire. Lors de ce type de collision, les étoiles de chaque galaxie passent les unes près des autres, sans incident notable. Et ça, c'est dû aux distances interstellaires relativement grandes, en comparaison avec la taille individuelle relativement petite des étoiles. Mais les nuages de gaz diffus entrent effectivement en collision, créant des chocs qui, à leur tour, déclenchent des poussées de formation de nouvelles étoiles. Les régions lumineuses bleu vif qu'on observe sont des indicateurs de jeunes étoiles chaudes, qui se sont donc formées récemment à la suite de fusions galactiques. Mais du coup, est-ce que cette fusion ne détruit pas-t-elle plus qu'elle ne crée? Eh bien en fait, non. Malgré ses aspects négatifs, ce phénomène est également un énorme coup de boost pour une activité de formation d'étoiles extrêmement intense. Pendant une fusion, certaines galaxies peuvent produire chaque année l'équivalent de plusieurs centaines de fois la masse du Soleil en nouvelles étoiles, ce qui est remarquable comparé à notre propre galaxie qui ne produit que 10 étoiles chaque année. Mais alors, comment ça se produit? Même si les étoiles elles-mêmes ne se rapprochent généralement pas suffisamment les unes des autres pour entrer en collision, les immenses nuages de gaz moléculaires se précipitent rapidement vers le centre de la galaxie où ils entrent en collision avec d'autres nuages, provoquant ainsi la condensation en nouvelles étoiles. La création de nouvelles galaxies par fusion arrive encore aujourd'hui et va arriver plus tard. Il est alors possible de supposer que le nombre de fusions devait être beaucoup plus élevé il y a des millions, voire même des milliards d'années. Et ce, en raison du fait que l'univers est en perpétuelle expansion. Les galaxies s'éloignent alors les unes des autres, réduisant alors la possibilité que deux galaxies se rencontrent. Ce processus de fusion galactique est observable dans l'univers proche, mais il était plus prononcé lors des fusions qui ont donné naissance à la plupart des galaxies elliptiques qu'on observe aujourd'hui. Probablement il y a entre 1 et 10 milliards d'années. À cette époque, il y avait beaucoup plus de gaz et donc de nuages moléculaires au sein des galaxies. En dehors du centre de la galaxie, les nuages de gaz convergent l'un vers l'autre, générant des chocs qui stimulent la formation de nouvelles étoiles dans ces nuages. Mais à mesure que les fusions se produisent et que le temps passe, il y a une tendance des galaxies à disposer de moins en moins de gaz disponible pour la formation d'étoiles. Ainsi, quelques milliards d'années suite à une fusion majeure, il reste très peu d'étoiles jeunes dans la galaxie. Parce qu'en fait, lors des fusions, la plupart du gaz est consommé, laissant derrière lui des galaxies elliptiques avec peu de gaz moléculaire et peu d'étoiles jeunes. Et c'est pour ça qu'on observe aujourd'hui dans les galaxies elliptiques actuelles une faible quantité de gaz moléculaire et peu d'étoiles jeunes. Et donc, il est probable que ce soit dû au fait que les galaxies elliptiques présentent le produit final de fusions majeures qui ont épuisé la plupart du gaz initial, empêchant alors la formation de nouvelles étoiles après la fusion. Et quelle est la plus vieille galaxie découverte à ce jour? Alors récemment, on en a découvert une nouvelle, mais on va plutôt parler de l'ancienne plus vieille qu'on avait découverte, c'était GN-Z11. Elle est située dans la constellation de la Grande Ourse et elle a été considérée comme l'une des galaxies les plus vieilles de l'univers. Et ce tout simplement parce qu'elle est située à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle a été observée à l'aide du télescope spatial Hubble et des observations spectroscopiques ont confirmé son décalage vers le rouge, qui correspond à une période très proche du Big Bang. Ce décalage vers le rouge, ou le redshift, est très important car il indique qu'elle s'est formée environ 400 millions d'années après le Big Bang. Comme les autres galaxies primitives, GN-Z11 s'est probablement formée par l'effondrement de vastes nuages de gaz et de poussière dans l'univers primordial. Ce processus a conduit à la formation des premières étoiles et amas d'étoiles qui se sont ensuite regroupées pour former des galaxies. Sa formation et son évolution ont été influencées par divers processus astrophysiques, y compris la fusion avec d'autres protogalaxies et la création continue de gaz interstellaires. Pour vous remettre dans le contexte cosmologique, le Big Bang est l'événement qui a marqué le début de l'univers, il y a de ça 13,8 milliards d'années. Les premières étoiles se sont formées environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang, et les premières galaxies, comme GN-Z11, ont commencé à émerger peu après. Mais qu'en est-il de la plus grosse? La plus grosse galaxie connue à ce jour est IC1101. Cette galaxie elliptique géante est située à environ 1,04 milliard d'années-lumière de la Terre. Elle mesure environ 6 millions d'années-lumière de diamètre, ce qui la rend plusieurs centaines de fois plus grande que notre galaxie la Voie lactée. Elle est également extrêmement massive, contenant des centaines de milliards d'étoiles, des gaz, des poussières et probablement une très grande quantité de matière noire. Cette galaxie est très lumineuse dans le domaine de la lumière visible et possède un grand nombre d'amas globulaires. Pour ce qui est de sa formation, comme celle de nombreuses autres galaxies elliptiques géantes,
elle est probablement le résultat d'une série d'événements, de fusion galactique. Au cours de milliards d'années, IC1101 a fusionné avec de nombreuses autres galaxies. Ces fusions ont augmenté sa taille et sa masse. Les galaxies elliptiques géantes comme IC1101 se forment souvent dans des environnements denses, des amas de galaxies, où les collisions et les fusions galactiques sont fréquentes. En plus des fusions, IC1101 a accru sa masse en attirant du gaz intergalactique et des galaxies naines environnantes. Ce processus a conduit à une augmentation de la masse stellaire et de la matière noire de la galaxie. Les interactions gravitationnelles entre les étoiles et les amas stellaires à l'intérieur de la galaxie ont contribué à la formation de structures elliptiques géantes observées aujourd'hui. Les forces des marées résultant des fusions chez IC1101 ont redistribué les étoiles et le gaz, conduisant à une forme plus sphéroïdale. Et évidemment, elle possède une population stellaire vieille et peu de nouvelles étoiles. Alors qu'est-ce qu'on appelle les effets de marée? Les forces de marée galactique résultent de la différence de force gravitationnelle exercée par une galaxie sur différents points d'un objet, comme une autre galaxie ou un amas d'étoiles. Ces forces peuvent entraîner des déformations, des perturbations et des redistributions de matière au sein des galaxies ou objets affectés. Lorsque deux galaxies passent proches l'une de l'autre, la gravité de chaque galaxie agit sur l'autre. La force gravitationnelle exercée par une galaxie n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'autre galaxie, ce qui crée des différences de force à différents points. Et cette différence de force gravitationnelle entre le côté le plus proche de la galaxie massive et le côté le plus éloigné est ce qu'on appelle la force de marée. Cette force peut donc étirer l'objet dans la direction de la galaxie massive et comprimer dans les directions perpendiculaires, provoquant des déformations. Elles peuvent aussi conduire des fusions galactiques, des échanges de matière et une redistribution des étoiles et du gaz. Alors par exemple, la Voie lactée subit elle aussi des forces de marée dues à ses galaxies satellites, comme par exemple le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan. Ces forces créent alors des déformations dans le disque de la Voie lactée et des courants d'étoiles. Lorsque deux galaxies entrent en collision et finissent par fusionner, les forces de marée jouent un rôle crucial dans la redistribution des étoiles et du gaz, souvent menant à la déformation d'une nouvelle galaxie elliptique. Les forces de marée galactique sont essentielles pour comprendre l'évolution des galaxies. Elles contribuent à la formation et à la destruction des structures galactiques et influencent la dynamique stellaire et la distribution de matière noire. Et en plus, elles jouent un rôle clé dans les fusions galactiques et la formation des grandes galaxies elliptiques. Et par contre, ça c'est typique des galaxies elliptiques classiques ou géantes, où la plupart des étoiles se sont formées il y a des milliards d'années avec peu de gaz restant pour former de nouvelles étoiles. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors? Eh bien à notre époque, de grandes concentrations de galaxies, en amas de galaxies ou en superamas, sont encore en cours d'assemblage, et ce, en raison du jeune âge de l'univers. Mais bien évidemment, même si les scientifiques sont dans l'ensemble convaincus que ces différents types de galaxies se soient formés par les fluctuations de densité primordiale, ou alors par fusion galactique, ça reste purement théorique, car rien ne prouve expérimentalement comment les galaxies se forment et se sont formés. Et bien qu'on ait appris énormément de choses sur notre galaxie et sur les autres, la question la plus fondamentale sur la formation des galaxies et l'évolution des galaxies n'a encore reçu que des tentatives de réponse. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Zebrolos. Bye.